Bonjour à tous, je suis Sandrine Bell. Je vais vous faire la présentation qu'avait prévue Monsieur Fanlot. Il m'a prié de l'excuser auprès de vous pour son absence d'aujourd'hui. Donc la présentation s'intitule Odeur et COV de la mesure au pilotage sur site. Cette présentation va faire écho aux présentations précédentes, notamment celle de Catherine Gonzalez et Madame Lecoq. Alors, les travaux que je vais vous présenter sont réalisés au sein de l'équipe Odeur et COV du laboratoire Génie de l'environnement industriel de l'école des mines d'Alès. Nous sommes 6 enseignants-chercheurs dans cette équipe et nous avons plusieurs spécialités, donc des microbiologistes, des chimistes, des chimies analytiques et des gens du génie des procédés. Nous travaillons sur un domaine scientifique qui est la qualité de l'air dans 2 champs d'application, les émissions gazeuses industrielles et les ambiances confinées. On a 3 axes thématiques. Donc historiquement, le premier, c'était les procédés biologiques de traitement des effluents gazeux. Le deuxième axe, c'est les méthodologies analytiques. Et aujourd'hui, dans ce cadre-là, on est plutôt orienté sur la mesure des contaminants biologiques de l'air. Et le troisième axe qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est l'évaluation de l'impact et la relation chimie, odeur, gène. Alors, pourquoi s'intéresser à l'odeur? Plusieurs raisons à cela. C'est un problème qui est devenu structurant au niveau de l'activité industrielle. Structurant, pourquoi? Si je caricature un petit peu, dans nos pays industrialisés, l'industrie n'est plus vue comme un gisement d'emploi. Et du coup, la population ne supporte plus ou supporte mal la gêne occasionnée par ces activités. Le deuxième point, c'est l'augmentation du niveau de vie dans les pays émergents qui font qu'ils ont des exigences environnementales accrues. Il ne faut cependant absolument pas limiter le problème des odeurs aux émissions odorantes dans l'environnement par les activités industrielles. Le problème des odeurs est devenu aussi structurant au niveau de la production de produits. Qu'est-ce que j'entends par là? Un produit qui a une mauvaise odeur ou qui a une odeur qui est non conforme aux attentes d'un client va mal se commercialiser. Au contraire, un produit qui a une bonne odeur, voire une absence d'odeur, est un élément qui peut être commercialisé. C'est pourquoi on s'intéresse dans l'équipe à la relation chimie, odeur, gène. Les 2 exemples que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui appartiennent à cette thématique. Pourquoi? Parce que ce sont 2 exemples 2 outils qui vont nous permettre de limiter l'impact, dans le terme gêne olfactive ou préjudice économique, d'une activité industrielle. Donc le premier outil est un outil de pilotage environnemental de la production via les émissions olfactives. Et le deuxième outil est un outil d'aménagement du territoire qui va nous permettre de minimiser l'impact lors de l'implantation d'une nouvelle activité. Donc le premier outil, qui est le projet ODEMS, qui est un projet Ecotech, qui se termine l'année prochaine, vise à mettre au point un système de suivi des émissions et de dispersion des composés odorants. Il a réuni donc 7 partenaires. Aujourd'hui, comment fait-on pour mesurer les émissions industrielles? On va implanter des capteurs au niveau des sources potentielles. L'avantage de cette technique, c'est qu'on va du coup avoir une détection simplifiée parce qu'on va se mettre sur des zones où la concentration du polluant va être plus élevée. Le défaut de cette pratique, c'est qu'il y a nécessité, pour avoir une estimation fiable de l'impact, d'équiper toutes les sources. Ce qui nécessite, de toutes les connaître, ce qui n'est pas toujours évident, de disposer le dispositif, ou de disposer le capteur plutôt, de manière à ce que les concentrations mesurées soient représentatives de l'émission. Ce
qui devient compliqué lorsqu'on on est face à des sources surfaciques. Donc on a des limites de la démarche. Dans le cadre du projet ODEMS, on a choisi une autre stratégie d'implantation. On a choisi de ne pas préjuger de la source. Pour cela, on a réalisé un maillage tridimensionnel avec les capteurs qui permettent d'intégrer l'ensemble des sources. Donc, ceci nécessite de disposer plus de capteurs et de les éloigner des sources. Ces deux éléments sont possibles uniquement parce qu'au niveau des technologies des capteurs, il y a eu des améliorations qui les rendent plus sensibles et moins chers. Grâce aux mesures qu'on va obtenir à l'aide de ces capteurs, on va pouvoir en temps réel identifier les sources d'émissions sur un site par modélisation inverse et on va pouvoir déterminer avec plus de précision la zone impactée et tout ça en temps réel. Pour vous présenter un peu plus l'outil, pour être un peu plus clair, ici je vous présente l'interface machine qui représente soit un site géographique, soit un site industriel, avec représenté les capteurs. Ces capteurs ont un code couleur en fonction des mesures d'émission qu'ils ont. Donc là, sur l'exemple, il y a 3 capteurs qui présentent des concentrations élevées. Si on clique sur le bouton, sur le capteur, on obtient sur 2 échelles différentes les mesures d'émission, c'est-à-dire qu'on obtient la mesure d'émission soit sur 24 heures, soit sur 30 jours, ce qui permet aux gestionnaires de l'activité industrielle de voir si le phénomène d'émission qu'il a est un épiphénomène ou un phénomène récurrent. Si c'est un phénomène récurrent, il va pouvoir l'analyser et prendre des mesures proactives pour que l'événement odorant ne se déroule plus ou se déroule de moins grande importance. Grâce aux mesures du capteur, voilà, un autre exemple, là on est sur un site de compostage, on a 3 capteurs qui présentent des émissions élevées. Par modélisation inverse, on localise la source et on modélise la source et grâce à l'intégration de données météorologiques, on a également la dispersion, c'est-à-dire la zone qui va être impactée par les émissions. Donc, à la fin du projet ODEMS, ce qu'on espère, c'est de disposer d'un outil de pilotage de l'activité industrielle qui sera adaptable aux pollutions gazeuses diffuses, qui permettra des actions correctives. Aujourd'hui, les secteurs concernés sont les stations d'épuration, les centres de traitement des déchets et les zones naturelles à risque, comme par exemple les algues sur les plages. Voilà. Donc là, on a un premier outil qui permet de mesurer en temps réel la nuisance, non pas la nuisance, l'émission des composés odorants. Je vais maintenant vous présenter le deuxième outil, qui est un modèle prédictif d'évaluation de la gêne olfactive et des conséquences économiques sur son territoire. Au sein de l'école, ça a réuni 2 équipes, donc l'équipe odeur et COV et également l'équipe risque. Pourquoi s'intéresser à une méthode d'évaluation de la gêne? Parce qu'effectivement, il y en a déjà qui existent. Les méthodes existantes sont basées sur l'évaluation du ressenti d'un échantillon de la population riveraine ou d'experts. Une fois que j'ai donné ces caractéristiques, on comprend qu'on a affaire à l'évaluation par un échantillon, donc on peut se poser la question de la représentativité. Et ensuite, comme c'est évalué sur le ressenti, c'est des méthodes qui ne peuvent être mises en place qu'après des épisodes odorants. Donc ce ne sont pas des méthodes prédictives et on ne peut pas avoir une gestion proactive. En plus, on a, grâce à ces méthodes, une représentation de la gêne olfactive, mais pas de ses conséquences sur le territoire. Alors, on a voulu pallier ces manques et la proximité de l'équipe risque nous a bien aidés, puisqu'on a défini la gêne olfactive comme un risque. Un risque, c'est le croisement entre un aléa et les enjeux caractérisés par leur vulnérabilité. Ce qu'on a défini, c'est que la gêne olfactive était le croisement, donc pour l'aléa de la nuisance odorante,
des enjeux, les individus ou les activités économiques. Et la vulnérabilité, c'est la sensibilité de ces individus ou des activités économiques. Ainsi, notre modèle tourne autour de deux concepts. Le concept de la gêne olfactive et le concept du préjudice économique. La gêne olfactive, pour nous, a été définie comme la nuisance odorante, comme le croisement de la nuisance odorante avec la vulnérabilité des enjeux humains. Et le préjudice économique a été défini comme le croisement entre la gêne olfactive et la vulnérabilité des enjeux économiques. Donc, jusqu'à présent, j'espère, la présentation est assez simple. Là où ça se complique, c'est qu'il faut caractériser la nuisance odorante, il faut caractériser surtout la vulnérabilité des enjeux humains et la vulnérabilité des enjeux économiques. Au travers de l'exemple de la vulnérabilité des enjeux humains, je vais vous présenter la stratégie qu'on a appliquée. On n'a pas le même ressenti que l'on soit, on n'a pas le même ressenti à une odeur, qu'on l'on soit chez soi ou qu'on l'on soit dans une activité de commerce, que l'on soit dans une activité de loisir ou que l'on soit au travail. Donc on a décomposé la vulnérabilité humaine en sous-vulnérabilité. De même, lorsqu'on est chez soi, on n'a pas la même sensibilité à une odeur selon l'ancienneté depuis laquelle on habite dans l'appartement. On n'a pas le même ressenti selon qu'on est propriétaire ou locataire, et on n'a pas le même ressenti selon notre revenu fiscal. Donc toutes les sous-vulnérabilités ont été, de cette manière, décomposées. Il a fallu prendre en considération toutes ces différences. Donc on a été amené à développer des équations. Donc la vulnérabilité humaine a été définie comme la somme des sous-vulnérabilités. On a procédé de la même façon pour la vulnérabilité économique. On a obtenu une vingtaine d'équations qui ont été intégrées à un système d'information géographique. Alors, ce système d'information géographique a été spécialement développé pour nos besoins. Alors, sa particularité, c'est qu'il dispose des caractéristiques d'une approche multicritère qui permet de prendre en compte des éléments subjectifs à la base non quantifiables. Donc, si vous avez des questions sur ce point-là, je vous demanderai de vous rapprocher des gens de l'équipe des risques parce que ce n'est pas vraiment ma partie. Concrètement, comment ça se passe? Là, je vous présente nos titres d'études. Donc, notre titre d'études, c'est autour de la ville d'Agen. Et le site industriel qui est là, c'est une usine d'équarrissage. Dans un premier temps, on a maillé le territoire. Et pour chaque maille, on a défini tout ce qui était population et activité économique. Donc, sur la population, définir l'âge moyen par maille, définir si les gens sont plus locataires que propriétaires, etc., etc. Même chose pour les activités économiques. Ces éléments qui sont là, qui permettent de caractériser la vulnérabilité humaine et la vulnérabilité des enjeux économiques, sont intégrés à notre logiciel SIG. On a également intégré au logiciel les fonds cartographiques nécessaires. Et puis bien sûr, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le terme source, c'est-à-dire les émissions émises par l'industriel, donc en termes de mesures de concentration de polluants, en termes de mesures d'odeur, mais également les données météorologiques. Toutes ces données nous permettent d'obtenir des couches d'informations qui vont être croisées selon notre modèle mathématique. Tout cela pour obtenir au final la carte des enjeux humains et la carte des enjeux du préjudice économique. Donc si on regarde un petit peu les résultats, donc on retrouve la ville d'Agen qui est par ici, le site industriel qui est ici. On a une échelle avec 10 couleurs. Hein. Plus la couleur est claire, moins la nuisance odorante, dans notre cas-là, est importante. On retrouve qu'on a une nuisance odorante surtout autour du site et que cette nuisance diminue lorsqu'on s'éloigne du site industriel. On a ensuite l'indice
de vulnérabilité humaine, où on retrouve une vulnérabilité humaine dans la ville d'Agen, avec surtout une maille en particulier qui va être plus impactée que l'autre. Et le croisement de ces deux informations, selon notre modèle, va permettre de déterminer l'indice de gêne olfactive. On s'aperçoit qu'on a deux zones qui vont présenter le même gêne olfactive, la zone autour du site et une des mailles du centre-ville d'Agen. Alors, pour deux raisons différentes. Dans ce cas-là, c'est parce que l'odeur, les mesures d'odeur sont très importantes, et dans le centre-ville d'Agen, c'est parce que la population est plus importante. Mais au final, l'indice de gêne sur ces deux zones est identique. On retrouve notre indice de gêne olfactif, et on va le croiser avec l'indice de vulnérabilité économique. Et comme précédemment, la vulnérabilité économique est plus forte dans une des mailles de la ville d'Agen. Le croisement des deux informations nous donne l'indice de préjudice économique qui est plus important dans la ville d'Agen. Alors, j'ai découpé en deux parties les apports de cet outil. Donc d'abord les apports méthodologiques. On a une vision intégrée de l'évaluation de la gêne olfactive. On a une représentation collective de la gêne, et non plus un échantillon comme avec les méthodes initiales, préexistantes, et on a une spatialisation de la gêne olfactive. Au niveau des apports opérationnels, donc on a un outil qui permet une évaluation prédictive de la gêne, c'est-à-dire qu'on peut appliquer notre méthode en prenant des émissions supposées d'une industrie et l'appliquer sur un territoire. Donc une évaluation prédictive du niveau de gêne et des conséquences sur le territoire. Et on a donc un outil d'aide à la décision pour les exploitants et pour les autorités compétentes. Alors, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est deux outils qui fonctionnent. Ces deux outils opérationnels d'action à la source au service des industriels pour limiter les nuisances olfactives et ses conséquences. Même si ces outils fonctionnent, il y a encore beaucoup de questions sur lesquelles il faut qu'on travaille. Par exemple, pour le premier outil, donc, qui était l'approche par capteur et la gestion des sites, eh ben, le gros outil, j'allais dire un point clé, c'est de développer de nouveaux capteurs pour détecter de nouveaux éléments traceurs. Donc là, je rejoins ce que vous nous disiez tout à l'heure, Madame Lecoge. Au niveau de l'approche prédictive, donc l'outil qui permet de mieux implanter une activité qui aurait des émissions odorantes, mais il faut qu'on travaille sur la taille de la maille. Que choisir, quelle taille de maille choisir entre finesse des résultats et pertinence des résultats. Et puis, il faut encore beaucoup de travail sur la prise en compte de l'acceptabilité de l'odeur dans les modèles. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous laisse avec le cercle qui permet de passer des émissions d'une source, d'une industrie, à l'odeur et puis les modifications de comportement et l'impact économique. Merci beaucoup. Alors, je crois que là, on est déjà dans des domaines un peu plus lointains maintenant, mais qui sont tout à fait passionnants. Oui. Je trouve un peu difficile de quantifier la vulnérabilité avec des critères entièrement quantitatifs. Est-ce que ça, pour le comprendre un peu votre démarche, est-ce que ça signifiait qu'une forte odeur sentie par peu de personnes, c'est environ la même chose qu'une petite odeur sentie par beaucoup de personnes? Au niveau de la nuisance engendrée, c'est ce à quoi on arrive avec le modèle et ce qu'on a défini. D'accord. Après, c'est vrai que tout ce qu'on a établi comme équation, c'est un premier travail qui a été fait. Il va falloir creuser un petit peu, mais visiblement, oui. En tous les cas, il y a un élément qu'il faut prendre en compte, il y a la population. Et c'est vrai que si vous êtes plus loin du site industriel, que vous êtes très nombreux et que vous sentez une odeur donc plus faible, mais le fait que vous êtes plus nombreux, il y a un moment où la répétition de ces phénomènes odorants
va entraîner, j'allais dire, bon, une lassitude pour être gentille, des grognements et une colère si on veut être plus réaliste. Donc effectivement, on touche peu. Au niveau du site, on va toucher peu de gens, mais avec une forte odeur. Et statistiquement, on va avoir peut-être moins de gens qui vont se plaindre. Si on s'éloigne, ben, il y a plus de population. Et voilà, donc effectivement, c'est ce à quoi on arrive. Mais quand on rapporte les résultats qu'on a obtenus avec notre modèle, avec les enquêtes de terrain qu'on a en référence, hein, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a énormément, il y a plus de plaintes au niveau de la ville de Agen que des gens qui habitent tout de suite à côté du site. Oui. Est-ce que finalement, vous auriez pu aboutir à un indice de vulnérabilité spatiale représenté sous le SIG, par exemple? Parce que les populations peuvent bouger, les missions peuvent en fait, bouger aussi dans le temps et dans l'espace. C'est vrai que quand on a ça, en fait, on sait que, bon, on voit qu'on a un préjudice économique, enfin là c'est la carte de préjudice économique, qui est plus fort au niveau de la ville d'Agen. C'est sûr qu'une activité, on peut aujourd'hui lui déconseiller aussi d'aller s'implanter là. Parce qu'il y a, bon, il y a un impact, quoi. Est-ce que vous n'êtes pas en train de démontrer qu'il faut en fait traiter les odeurs à la source et que de toute façon, comme la population va varier, enfin, je parle en connaissance de cause, on a construit des usines de compost. Par exemple, on a construit une usine formidable de compost de poissons à La Rochelle dans une zone où il n'y avait personne. Oui. Et puis ils ont construit le port des Minimes. Et nous, on y était avant. Et donc en droit, on n'avait rien à faire. On a détruit l'usine. Et je pense que, est-ce que vous n'êtes pas en train de démontrer qu'il faut mettre de l'argent sur le confinement et le traitement, parce que on voit en fait qu'on va résoudre un bout de problème, puis la population va se déplacer, puis les gens vont plus s'habituer. Donc est-ce que c'est pas une démonstration qu'il faut changer la stratégie de recherche? En fait, c'est ça, tout à fait. Là, dans le travail qu'on mène, c'est vraiment de se dire, bon, avec cet outil, si on a une activité qui est potentiellement odorante, où je vais l'installer, en considérant que l'évolution peut-être de ma ville la plus proche, je vais la considérer sur les 40 ou 50 ans. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les plaintes au niveau de la ville d'Agen augmentent régulièrement, mais c'est vrai qu'au départ, il y a 100 ans, des plaintes dues aux odeurs, alors que les odeurs étaient émises en plus grande quantité, si je puis dire, ça posait aucun problème. Voilà. Donc c'est vrai qu'il va falloir travailler à la source, d'où l'idée du premier outil, pour limiter l'impact. Voilà. Mais effectivement, les problèmes d'odeur détruisent des emplois. Merci, c'est tout à fait intéressant. Je reviens plutôt sur le premier, ma question plutôt sur la première, le premier modèle ou la première partie, où effectivement je m'interrogeais sur déjà sur l'intégration des émissions, puisque vous avez plusieurs capteurs. Oui. Donc vous transformez ça en fait. Ensuite, vous utilisez des méthodes de dispersion. Alors là aussi, je me demandais ce qui était spécifique en fait aux odeurs et ce qui était générique, un modèle de dispersion comme on peut en avoir sur un panache. En fait, là, ce qui est mesuré, c'est pas une odeur. Les capteurs vont mesurer des traceurs, donc des molécules cibles. Et donc, à partir de là, le logiciel de dispersion sera un logiciel de dispersion classique. Oui, vous avez fait, c'est pour ça que je parlais d'intégration, vous avez des signaux forts et des signaux plus faibles. Oui, voilà, c'est à partir de là. Est-ce que ça se moyenne en fait, ou est-ce que ça se moyenne pas? C'est un petit peu indirectement la question qui était posée tout à l'heure. Je ne pourrais pas vous dire. Ça, j'ai pas la réponse. Bon, c'est pas grave. Je projetais dans d'autres types de mesures. Voilà, disons par exemple, que la mesure des capteurs va nous permettre, dans un premier temps, d'obtenir la source réelle. Et après, le phénomène de dispersion, le logiciel de dispersion va venir par la suite, quoi. Voilà, ça
question. Bonjour. En miroir, peut-être, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les odeurs, mais dans le sens de préparer une sorte d'addiction? Vous savez, il paraît que dans certains commerces, par exemple, on met dans l'air ambiant certaines odeurs de façon à inciter le consommateur à venir chercher là plutôt odeurs qu'ailleurs. le même produit. agréables. Voilà, exactement. Et non Oui, pas des gênantes. mauvaises odeurs. Je vais pas pouvoir vous... C'est vraiment dommage que M. Fon ne soit pas là. Disons que c'est vrai que le mécanisme d'apprentissage de l'odeur est tel que, effectivement, il y a des odeurs auxquelles, préférentiellement, on va se sentir bien. Après, quelle est la limite? C'est vrai que en fonction des gens, il va y avoir différentes appréciations. C'est vrai que la limite, c'est que même si pour une majorité de personnes, l'H2S sent pas bon, on va toujours en trouver des gens, j'allais dire bizarres, qui vont l'apprécier. Bon, de la même façon, ça va être la même limite pour les bonnes odeurs. Bon, mais c'est vrai que le problématique odeur sur un matériau ou dans l'air ambiant a réellement un impact sur les gens. Et donc on peut s'en servir, oui, ça peut être un élément de différenciation pour des entreprises, effectivement. Mais on en est au début de comprendre et d'apprendre de tous ces mécanismes. Non, mais justement, est-ce que vous avez des partenariats industriels? Alors, dans l'équipe, on essaye de travailler un maximum avec des partenariats industriels. Je pense que l'exemple le mieux, c'est celui-ci. C'est quasiment que des partenariats industriels. On essaye de faire ça. Au niveau des matériaux, des émissions, au niveau des matériaux, on va aussi travailler avec des industriels, donc le groupe Total, des producteurs de carpettes, etc., etc. Parce que, notamment en plus, les bonnes odeurs d'un pays, pour un matériau, ne seront pas les mêmes pour un autre pays. On n'a pas les mêmes... N'ayant pas la même éducation, sans doute, on n'a pas les mêmes appréciations au niveau des molécules odorantes. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous travaillez avec des policistes, en fait? Parce que l'outil que vous proposez, il est certainement très performant. Enfin, il peut être arrangé, bien entendu, parce qu'il y a des problèmes d'échelle assez importants. Mais toutes les communes sont à l'heure actuelle en but à des obligations de proposition de cartes de bruit, de cartes de pollution et ainsi de suite. Donc ça ferait une de plus. Oui. Et je pense que c'est aussi important de s'approcher des acteurs, donc pas que les industriels, mais ceux qui ont la charge de faire des plans locaux d'urbanisme, notamment. Parce que si à terme on veut que ça puisse être compris, voire utilisé, il y a aussi toute une adaptation à faire en fonction de textes de loi, de projets d'urbanisme et autres qui me paraîtraient intéressants. C'est sûr qu'on s'adresse aux industriels, on s'adresse aussi aux gens qui vont gérer l'aménagement du territoire, notamment avec le deuxième outil. À Alès, on a eu un exemple d'une implantation d'une industrie qui a tenu 2 ans, qui a fallu fermer pour des problèmes d'odeur, parce qu'elle avait été positionnée au mauvais endroit, tout simplement. Pas parce qu'il n'y avait pas d'intérêt économique à ce qu'elle soit implantée sur Alès. Donc effectivement. Oui, mais là, on aurait pu trouver une autre solution, si on avait travaillé à la base, effectivement.